Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 11 mai. Les assauts orageux se poursuivent sur toute la façade ouest de la France avec des pluies très violentes en Seine-Maritime où des flots de boue ont envahi la ville de Barentin. Attention, ça va continuer, nous en parlerons tout à l'heure avec Sophie Davant. Terrible accident à Voiron dans l'Isère où un camion fou a traversé une partie de la ville. Il y a 2 morts et 6 blessés. Les convoyeurs de fonds multiplient leurs manifestations mais n'obtiennent pas une amélioration de leur statut. Ils vont poursuivre leur grève. Les distributeurs automatiques de billets pourraient bien se vider. Au RPR, le grand oral auquel devaient se soumettre aujourd'hui les candidats à la candidature à la mairie de Paris est déjà tronqué. Jean Tibéry a claqué la porte. Le milliardième citoyen de la Confédération indienne est né. La population de l'Inde pourrait dépasser celle de la Chine d'ici 20 ans. Cinéma au Festival de Cannes, projection du premier film français en compétition, Harry, un ami qui vous veut du bien, mais nous évoquerons aussi le nouveau film de Ken Loach. L'état d'alerte est maintenu sur la quasi-totalité du territoire par la sécurité civile en perspective de nouvelles intempéries. Aujourd'hui, des orages ont éclaté dans plusieurs régions de France, aussi bien à Paris qu'à Dieppe ou à Rouen. Mais c'est en Seine-Maritime que les effets du mauvais temps ont été les plus spectaculaires, les plus dévastateurs. Ainsi, à Barentin, où pour la 3e fois en 3 ans, certains des habitants ont été inondés. Reportage Agnès Gardet, Stéphane Bretner et Jean-Yves Blanc. L'une des rues principales de Barentin hier soir. C'était aux environs de 22 heures. Un orage d'une rare violence, filmé par un vidéaste amateur. Malgré l'intervention rapide des secours, ce torrent a coûté la vie à une femme. Elle a été retrouvée en contrebas de ce bar, noyée, coincée entre 2 voitures. Dans cette zone extrêmement touchée autour de Rouen, 350 hommes sont restés sur la brèche toute la nuit. Il est 2 heures du matin à Duclerc. Les pompiers ont dû enfiler leur tenue de plongée pour porter secours à 6 employés réfugiés au 2e étage de leur usine. Ils sont bloqués par l'eau parce que l'usine est encerclée par l'eau, donc on est obligé de les sortir avec les moyens aquatiques. Et après on va sur un autre secteur où il y a pareil des mises en sécurité. Au milieu de la nuit, le maire de la commune s'est déplacé pour assister au sauvetage, anxieux et impuissant. Tant qu'on n'aura pas recensé si tout le monde est bien là, j'ai bien peur que là on connaît vraiment un cataclysme qu'on ne maîtrise pas et je crains le pire. Après 2 heures d'attente, c'est la délivrance. Il regagne la terre ferme, sain et sauf. Bon, on a déjà vu ça ici, on sait à peu près ce que ça fait, mais bon, on voulait pas prendre de risque de passer ici, parce que si quelqu'un se fait emporter, bon, ça serait un peu bête. Près de 300 personnes ont été ainsi secourues la nuit dernière, une nuit pendant laquelle les rivières n'ont cessé de gronder et de se répandre inexorablement. Donc le plan Orsec est maintenu, le bilan humain est pour l'instant de 2 morts et plusieurs milliers d'habitants de la région de Rouen ont été privés d'eau potable. Il est recommandé d'éviter de circuler, de rester et surtout recommandé de rester chez soi. De toute façon, beaucoup étaient occupés aujourd'hui à tenter de réparer les dégâts. Reportage Yasmina Farber avec Jean-Pierre Pasteur. Un chantier dans un univers de boue. Dans cette petite impasse de campagne, le torrent s'est engouffré avec violence. Les voitures ont valsé sans aucune résistance. 60 hommes de la sécurité civile sont à pied d'œuvre. Une rencontre avec des habitants sous le choc. Ça a fait un tourbillon dans la maison en permanence parce que l'eau rentrait en permanence. Et ça fait une catastrophe. On est sorti de la maison mais le plus vite possible de manière que ma femme a même failli y rester en voulant sortir sur la route parce que c'était une vague qui nous est arrivée car la digue a cédé derrière. Juste derrière, il y a ces rails de la voie ferrée désaffectée. L'Ostroberte, le cours d'eau qui borde le quartier, est sorti de son lit. Sur le terrain, la mairie fait ses premiers constats. On ne peut pas m'alimenter le feu, on ne peut pas chercher des vitrées, rien, j'ai pas d'eau. Et là, je passe pour savoir ceux qui vont rester ce soir de façon à communiquer aux services intéressés si malheureusement il y a besoin d'évacuation. Car ici, tout le monde reste vigilant. Il a encore plu dans la journée et la soudaineté des orages est imprévisible. Par mesure de précaution, l'école de Duclerc restera fermée jusqu'à lundi.
Parallèlement, la DDE recherche justement un camion là, pour pouvoir transporter votre groupe électrogène. En préfecture de Rouen, la cellule de crise tourne à plein régime. Le plan Orsec est déclenché, les forces de secours en alerte. 300 à 400 sapeurs-pompiers en permanence. Bon, sans compter les services de l'État, les services techniques des villes et maintenant les entreprises privées. Donc, nous avons les moyens de réparer les dégâts et de faire face. Seule bonne nouvelle, lors de la dernière réunion du jour, un point sur la météo locale. Les spécialistes annoncent une amélioration du temps. Actuellement sur le nord du pays de Bray. Le temps qui, au mois de mai, fait ce qui lui plaît, c'est exceptionnel ou pas, Sophie? Oui, on peut parler quand même d'un phénomène exceptionnel. Je voudrais revenir sur les valeurs remarquables que nous a communiquées Météo France cet après-midi. À Barentin, au nord de Rouen, il est tombé mercredi soir 50 litres d'eau au mètre carré. À Paris, cet après-midi, au parc Montsouris, 44 litres d'eau au mètre carré. C'est en gros l'équivalent de ce qu'il tombe en un mois sur ces régions. Alors pourquoi ce phénomène est exceptionnel? Depuis une dizaine de jours, et c'est exceptionnel dans sa longévité, il y a une dépression qui est bloquée sur l'Atlantique, qui engendre des remontées d'air très chaud, très instable, très humide. Vous allez voir sur cette image les impacts de foudre qui ont été relevés cet après-midi. Alors cet air chaud, très instable, très humide suffit à expliquer l'apparition d'orages un peu partout en France. Mais ce phénomène, voilà, les points orange, ce sont les impacts de foudre. Mais le phénomène est amplifié et accentué sur les côtes de la Manche et cela est dû à l'écart de température entre la température de l'eau à la surface de la Manche, qui n'est que de 13 degrés à cette période de l'année, et la température relevée sur le continent qui est de plus de 25 degrés. Alors il y a un véritable contraste de masse d'air. Au-dessus de l'eau, l'air est froid. Cet air froid soulève l'air chaud qui arrive du sud. Il y a condensation, formation de cumulonimbus. Et s'ajoute à cela l'effet orographique, car dans les boucles de la Seine, eh bien, il y a des tas de collines autour. Les nuages s'accrochent aux collines, d'où ces précipitations très abondantes et très localisées. Bon, alors maintenant la question c'est qu'est-ce qui va se passer demain, samedi, dimanche? Parce que comme l'état d'alerte est maintenu, on se dit que ça va peut-être continuer, non? Alors le risque est encore très fort cette nuit et demain sur deux grands groupes de régions, de la Bretagne à la façade atlantique, avec des orages encore très violents, très virulents sur ces régions, et puis le long de la frontière belge et de la frontière allemande. Demain après-midi, cette zone remontera un petit peu en direction de la frontière belge, mais les orages resteront très violents. Dans cette maritime, ça devrait s'améliorer donc. Oui, mais enfin on risque quand même un orage localisé. Il est très difficile de prévoir quand même précisément dans ce type de situation. Météo France prévoit quand même une amélioration à partir de samedi et surtout pour dimanche. Ah bah merci beaucoup. On vous retrouvera après cette édition. Merci Sophie. Vers 10 h ce matin, dans l'une des principales rues de Voiron dans l'Isère, un camion fou a provoqué une véritable panique. Sans doute ses freins avaient-ils lâché. Le chauffeur est mort. Une autre personne a été tuée. Il y a 6 blessés, dont 2 graves. Reportage Benoît Gadra avec Thierry Simonet. Le camion fou a fini sa course dans un magasin, au rez-de-chaussée d'un immeuble. Le véhicule s'est enflammé. Les flammes se sont propagées à 2 bâtiments voisins. Le chauffeur est mort sur le coup. L'autre victime décédée serait un jeune piéton. Avant qu'il ne soit stoppé, le camion a dévalé l'artère principale de la ville, traversé la place de l'église en percutant 9 voitures. Je ne peux même pas vous dire le bruit qu'il y a eu, mais le chauffeur, je n'ai pas pu le voir. Il est arrivé, mais comme une bombe. Il est passé une fusée. Une fusée qui est passée. Et les gens n'ont pas eu le temps de réagir? Ah, personne n'a pu réagir. La rupture des freins semble être à l'origine de l'accident. Ce retraité de la gendarmerie suivait le camion bien avant Voiron. Il affirme avoir vu de la fumée se dégager du véhicule. Il y avait une fumée blanche et noire caractéristique. Je me suis dit, tiens, les freins ont dû coller, il faudrait que le conducteur arrête son véhicule, autrement il arrivera une catastrophe. Hein, et là, et là, vous étiez à combien de kilomètres de Voiron à ce moment-là? De Voiron, à ce moment-là, on devait être à 5-6 kilomètres. Avant d'arriver à Voiron, les camions empruntent une longue descente sur la nationale 75. Les freins sont sollicités. Le danger est connu de tous les habitants de la commune. Nous demandons l'interdiction des poids lourds, de la traversée des poids lourds dans Voiron, notamment les poids lourds qui sont très chargés. Et depuis combien de temps vous avez demandé cette interdiction? Cela doit faire près de 20 ans que cette interdiction a été déjà demandée, qu'il y a eu des manifestations dans Voiron à ce sujet. Pourtant, la préfecture de l'Isère indique ce soir que le maire n'a jamais fait de demande en ce sens et qu'en matière de circulation, il a toute compétence sur sa commune. L'accident a traumatisé les habitants du centre-ville. Le bilan aurait pu être catastrophique car hier, à la même heure, un marché se tenait sur la place traversée par le camion fou.
Les convoyeurs de fonds ne relâchent pas leur pression pour obtenir un meilleur statut de leur profession et une revalorisation de leur salaire. Leur grève, née après des agressions sanglantes, semble être très suivie. Il y a eu de nombreuses manifestations dans plusieurs villes de France avec des défilés de véhicules blindés. On voit ici des images de Bordeaux et de Perpignan, mais il y en a eu également à Nice, Nantes et Troyes, entre autres. Quant aux négociations entamées depuis mardi entre représentants syndicaux et les patrons des entreprises de transport de fonds, elles ne semblent pas avoir donné de résultat puisque les convoyeurs se disent très déçus et qu'ils dénoncent une possible utilisation des forces de police pour de futurs convoyages. Reportage Gilles Marinet, Fanny Auvergne avec Mathieu Drejou et Raymond Chaplard. C'est la première confrontation. 10 h ce matin au ministère des Transports, les convoyeurs de fonds et leurs patrons tentent de dialoguer. Les uns veulent 1500 francs d'augmentation par mois, les autres proposent une prime annuelle de 2000 francs dans l'attente de futures négociations. 2000 francs, ça fait 200 balles, ça fait même pas 200 balles, ça fait 150 francs, ça fait 150 francs par mois. Ouais. En fin de compte, l'augmentation est de 150 francs par mois, alors bon, bah, ça suffit. Hein. Il est 15 h, la négociation est rompue, les patrons s'en vont sans un mot. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Très vite, la nouvelle est parvenue aux manifestants qui viennent d'entamer une marche dans les rues de Paris. La dérision le dispute à la colère. 2000 balles. Vous voyez un peu? C'est normal, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. On veut 10 000 balles par mois, nous. Aucune avancée non plus sur le classement de la profession parmi les métiers à risque. Une journée pour rien, disent les syndicats, qui appellent au durcissement du mouvement. Ils viennent d'apprendre que certaines banques et clients habituels commencent à s'organiser pour transporter des fonds par leurs propres moyens sous protection policière. Les banques et la Poste, eux, on leur donne la police pour transporter les fonds. Et nous, quand on réclame une escorte de police sur des endroits dangereux, on ne nous donne pas de satisfaction et on va en tirer les camarades. Voilà ce qui se passe actuellement. Une pratique dénoncée également par 2 syndicats de police qui estiment que le convoyage ne relève ni de leur mission ni de leur formation professionnelle. À l'initiative du ministère des Transports, une nouvelle réunion devrait avoir lieu lundi matin. D'ici là, la grève continue et les convoyeurs de fonds n'excluent pas de mener des opérations coup de poing. Alors à propos de cette grève des convoyeurs de fonds, il y a divergence entre les grévistes et les organismes bancaires. Les premiers laissent entendre que les distributeurs de billets sont vides. Les seconds affirment qu'il n'y a pas de problème majeur pour les clients. Voyez le reportage de Juliette Beau et Joseph Bachtik avec David Bazier à Bordeaux. À peine 48 heures de grève et déjà quelques distributeurs sont en manque de billets. Alors certains préfèrent se montrer prévoyants. Vous cherchez à retirer de l'argent? J'en ai déjà retiré, j'ai pris quelques précautions et je voulais savoir où ça en est. Je pense que les cartes de crédit quand même vous permettent de régler énormément de choses. Mais c'est vrai que quand même, par prudence, je retire un petit peu plus d'argent que je n'aurais retiré normalement. Actuellement, l'ensemble des banques nie le problème. En revanche, la Poste de Gironde a décidé de fermer ses 90 distributeurs. L'objectif, contrôler l'ensemble des retraits pour pouvoir assurer le versement des prestations sociales. Nous avons décidé donc de concentrer tout l'argent que nous avions au guichet et de verser jusqu'à hauteur de 1000 francs, donc toutes les demandes de retrait de fonds. Côté petits commerçants, on fait vraiment la grimace car très rapidement le manque de monnaie pourrait se faire sentir et les conséquences ne sont pas négligeables. Je risque vraiment de fermer dimanche. Parce que j'ai plus du tout de monnaie. Quand vous avez un client qui arrive en magasin et qui vous dit moi ça refus de vente, qu'est-ce qui va se passer? Et d'un autre côté, moi je ne pourrais pas lui rendre la monnaie, donc je ne pourrais pas lui vendre le produit et il peut très bien m'attaquer pour refus de vente en fait. Pas de panique pour autant. Certes, les banques ne peuvent plus amener l'argent liquide dans les succursales de la Banque de France, là où les billets sont triés et recyclés, mais elles pourront toujours alimenter distributeurs automatiques et guichets en billets usagés. La suite du mouvement de grève des infirmiers anesthésistes avec un rassemblement non loin de l'hôtel Matignon du Premier ministre à Paris, mais également une manif près de Marseille, au péage de Lançon de Provence. Les infirmiers anesthésistes veulent l'ouverture de négociations sur leurs problèmes spécifiques en matière de salaire et de temps de travail. Alors pour comprendre cette revendication des infirmiers anesthésistes, il fallait aller sur place dans un hôpital. Jean-Daniel Flézaquier et Jean-Luc Bousser ont passé quelques heures à la Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est une intervention lourde, très lourde, partie pour durer au moins 8 heures. Et pendant que les chirurgiens s'occupent des artères de la patiente, de l'autre côté du champ opératoire, c'est le domaine de l'anesthésiste, le docteur Michel Bertrand. À ses côtés, il y a Gilles Rickman. Il est infirmier anesthésiste, gréviste, mais réquisitionné. Comme ses 6000 collègues, il voudrait que soient reconnus les efforts qu'il a consentis pour se spécialiser. Il faut valider 2 années d'exercice de profession. En général, on le fait dans des services de pointe. Réanimation, salle de réveil. Par la suite, on présente un concours. On met en général 1 an pour le préparer. Suite à ça, si on est reçu, on fait 2 ans d'études, donc bac plus 5.
Par la suite, on peut exercer dans les blocs opératoires, les SAMU, les salles de réveil. Mais à l'exception d'une prime de 1000 francs, ces personnels spécialisés ont le même salaire que leurs collègues infirmiers des services de soins. Pourtant, ils doivent arriver par exemple 1 à 2 heures avant les chirurgiens, vérifier chaque jour le matériel et assurer la sécurité de l'anesthésie si le médecin s'absente. En salle de réveil, passage obligatoire après l'anesthésie, ce sont encore des infirmières anesthésistes qui officient. Fort, 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 fort. Ok, très bien. Tout s'est très bien passé. L'intervention s'est très bien déroulée. D'accord? Et là, je vais vous calmer la douleur tout de suite. D'accord? On fait ça? Tant qu'il y a des patients en salle de réveil, on se doit de rester. Et on ne peut fermer, entre guillemets, la salle de réveil que quand tous les patients vont bien et sont retournés dans leur chambre. Et cela impose souvent de longues heures supplémentaires. Martine Aubry a promis de revoir la grille de salaire de ces infirmières spécialisées. Une promesse qu'elles n'ont pas l'intention de laisser en sommeil. Au RPR, concernant la mairie de Paris, la présidente Michèle Alliot-Marie organisait aujourd'hui une sorte de grand oral d'examen de passage où les 4 candidats à la candidature à la mairie de Paris devaient venir plancher. L'un des 4 n'a pas joué le jeu, c'est Jean Tibéry, et une nouvelle fois cet événement politique parisien a donné matière à de drôles d'échanges dignes d'un festival de cinéma, comme le racontent Carole Comon et Didier Dahan. Un grand oral, rien de moins. Et surtout, une énorme confusion autour du 4e bureau de l'Assemblée nationale, dont la presse est tenue à l'écart. À l'intérieur, les 10 membres de la commission d'investiture du RPR, mais aussi des délégations de l'UDF et de démocratie libérale. Les jeux semblent déjà faits, mais les 4 prétendants à la mairie de Paris sont venus se prêter à l'exercice. Sans commentaire pour Édouard Balladur, version coup d'éclat pour Jean Tibéry, qui, après avoir défendu son bilan, a choisi de claquer la porte. Je ne pouvais pas accepter d'aller plus avant, dans la mesure où ce qui se passe n'est pas juste et n'est pas équitable. C'est injuste et inéquitable s'il n'y a pas vote démocratique des militants à bulletin secret. Aucun commentaire non plus de la part de Philippe Séguin, donné grand favori et qui, à sa sortie, n'adresse pas même un regard à Françoise de Panafio. C'est que la candidate continue de se poser en challenger. J'ai apporté la preuve qu'une candidate parisienne peut battre la gauche. Rien n'est encore joué, c'est le message que s'est efforcée de faire passer la présidente du RPR au terme de ses auditions. Une journée dont elle veut se montrer satisfaite. Un candidat n'a pas souhaité répondre aux questions que l'on posait. Les autres ont joué totalement le jeu. Voilà. Les problèmes ne sont pourtant pas terminés. Il faudra attendre le 27 mai prochain pour connaître officiellement le nom du candidat RPR à la mairie de Paris. Et puis il y a aussi des remous à gauche, et c'est à Marseille où le président de la région PACA, Michel Vauzel, a annoncé sa démission de la coprésidence de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, jugeant, je cite, « impossible d'apporter sa caution à la décision de clore la procédure en cours d'élimination des fausses cartes de militants ». Fin des propos tenus par M. Michel Vauzel. Aux Philippines, les interventions de l'armée dans la zone où devaient s'ouvrir des négociations pour libérer les 21 otages étrangers ont fait tout capoter. On ne parle plus d'issue favorable dans l'immédiat, même de libération de certains otages en mauvais état de santé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira ce soir en urgence pour évoquer la situation d'extrême violence en Sierra Leone. Il y a actuellement des affrontements entre le Front révolutionnaire et puis les forces sierra-léonaises. Les combattants du Front révolutionnaire uni ont lancé des attaques contre des positions des casques bleus, non loin de la capitale Freetown. Mais les soldats de l'ONU seraient prêts à livrer une véritable bataille pour empêcher la prise du pouvoir par les rebelles. Reportage de nos envoyés spéciaux à Freetown, Éric Monnier et Roger Motte. Des soldats de la paix, c'est le nom qu'on leur donne. Et maintenir cette paix, la mission dans cette Sierra Leone, à nouveau au bord de l'embrasement. Maintenir la paix, ce contingent de casques bleus jordaniens y est préparé fort de son expérience au Timor, en Croatie, au Kosovo. Mais la brusque rupture des accords de Lomé, qui maintenait une paix fragile dans le pays, a changé la donne. Cette paix, il risque fort de falloir l'imposer par la force. Ceux qu'il faudra peut-être demain appeler les ennemis, les rebelles du Front révolutionnaire uni ne sont pas loin sur la route de Waterloo, au contact avec le contingent nigérian. Dans cette forêt, le calme est revenu après des incidents sérieux ces dernières 48 heures. Des Nigérians furieux contre la publicité faite aux 600 soldats britanniques débarqués il y a 4 jours officiellement pour protéger leurs compatriotes. Les véhicules des commandos britanniques venus en reconnaissance n'iront pas plus loin que ce dernier point de contrôle nigérien.
Nous, Nigérians, nous sommes en première ligne, pas les Britanniques. Ils ne sont pas là. Mais qui dit cela? La BBC. C'est de la propagande internationale contre le Nigeria. Vous êtes en colère? Non, nous sommes des soldats loyaux qui contribuons à la paix et nous nous battons. Notre président sait cela. Et vous croyez que vous avez les moyens de vous battre? Écoutez, on n'a dit pas d'interview. Des soldats nigérians qui digèrent mal d'avoir vu leur contingent fortement réduit depuis l'arrivée de l'ONU. Eux qui avaient déjà contenu la rébellion et même libéré Freetown en janvier 1999. Mais l'ONU, pour sa mission en Sierra Leone, a choisi de diluer les responsabilités. Plus de 37 nationalités représentées dans la MINUSIL. Un saupoudrage politique peu efficace, alors que cette mission ressemble de moins en moins à une opération de maintien de la paix. Ils se sont battus, les casques bleus, depuis plusieurs jours, dans la mesure où ils ont été confrontés à des attaques contre eux, qui est une rupture des engagements pris dans le cadre de l'accord de Lomé, et le support qui est donné par notamment les Britanniques est pour nous essentiel et critique à cette période. Nouvel exemple de cette impréparation, ces casques bleus kényans, d'abord encerclés par les rebelles, puis pris sous le feu de l'armée sierra-léonaise, pourtant considérée comme une alliée. 9 blessés chez les soldats de la paix, 3 dans un état grave. En Israël, dans la perspective du retrait des troupes du Sud-Liban, le gouvernement d'Ehud Barak veut mettre en place un véritable système défensif contre d'éventuelles menaces venues du Hezbollah. Les populations civiles israéliennes, autour de Kiryat Shmona notamment, habituées à subir les tirs d'artillerie venus du Sud-Liban, ne cachent pas leurs très grandes inquiétudes. Mais la date du retrait de l'armée israélienne a été maintes fois confirmée pour le début du mois de juillet. Reportage de nos correspondants Charles Anderlin et Alan Grégo. On a peur, on veut la sécurité, scandent les habitants de Metula. Ils manifestent à l'endroit où passera la frontière après le retrait israélien du Sud-Liban. Dimanche dernier, déjà à Kiryat Shmona, la ville voisine, la population était descendue dans la rue. L'alerte venait d'être levée après de violents bombardements. Le Hezbollah avait riposté à la mort de 2 civils libanais en tirant des roquettes sur la Galilée. Le bilan, un tué et une vingtaine de blessés israéliens. Ces manifestants scandaient, éteignaient les lumières à Damas et accusaient Ehud Barak de mettre leur vie en danger. Même des familles qui habitent Kiryat Shmona depuis 2 générations envisagent de partir. Rester ainsi, attendre impuissant, recroquevillé dans un coin. Ça approche, ça arrive, ça tombe. C'est une humiliation. On n'a plus la force de porter ça. On n'a plus la force. L'inquiétude est tout aussi vive dans les localités situées plus au nord, car Israël abandonne les portions de territoire libanais qu'il a annexées pour revenir sur l'ancienne frontière internationale. Par exemple, ici. Ce chemin de patrouille sera restitué au Liban et la frontière passera en haut de la colline. Les maisons du kibbutz, la première maison qui se trouve ici 20 mètres de la frontière future après le 6 juillet. Je crois que la solution sera un accord avec le Liban et la Syrie. Autrement, ils ne vont pas dormir, les nuits. Mais ceux qui risqueront le plus après le retrait, ce seront les miliciens libanais de l'armée du Liban Sud d'obédience israélienne. Leur chef, le général Lahad, a écrit au président du Liban pour lui demander l'amnistie. S'il refuse, dit-il, ces hommes n'auront d'autre choix que de se battre. Porter les armes en guise de défense pour éviter l'émigration, la prison, l'humiliation et le mépris. Pour l'instant, le président du Liban refuse de pardonner. En l'absence d'accord avec la Syrie et le Liban, Israël se prépare à accueillir des milliers de miliciens et leurs familles, car désormais la défense du territoire israélien se fera depuis la frontière internationale. Même cette position d'artillerie sera déplacée de quelques centaines de mètres pour revenir en Israël. Au-delà des aspects politiques de son retrait du Sud-Liban, l'armée israélienne entend faire passer un message militaire. Après son retrait, il ne sera plus question d'affronter la guérilla du Hezbollah. Toute attaque contre le territoire israélien sera alors considérée comme un casus belli.
Le journaliste tunisien Taoufik Benbrik n'a pas reçu l'autorisation de se rendre à Alger, où il voulait mettre un terme à sa grève de la faim. Il reste donc à Paris et il continue à refuser de s'alimenter pour protester contre les attaques aux libertés en Tunisie. À New Delhi, en Inde, officiellement, on a comptabilisé aujourd'hui 1 milliard de citoyens dans la Confédération. On a choisi pour l'occasion un bébé symbole et l'on évoque déjà pour les années 2020-2025 une population indienne supérieure à celle de la Chine. Et pourtant, en Inde, un système de régulation des naissances est en place. Il est vrai moins sévère que celui décrété par les autorités de Pékin. Pour France 2, Bertrand Coq et Gilles Jacquier étaient allés dans l'ouest de l'Inde, à Ahmedabad, dans une maternité, pour simplement observer les conditions en ville d'une naissance. En Inde, 80% des femmes ne connaissent pas l'hôpital. Autant dire que celles qui ont affaire au bon docteur Anklessaria ont plutôt de la chance. Comme vous pouvez le voir ce matin, nous avons ici 5 femmes qui sont sur le point d'accoucher. Je ne sais pas quelle est la situation dans le reste du pays, mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que dans quelques heures, ce pays va compter 5 petits Indiens de plus. Et 5 qui font 1 milliard. Et de l'Inde, le pays le plus peuplé de la planète après la Chine. Selon les statistiques, la population tente à se stabiliser. Mais les chiffres ne disent pas le poids des traditions, l'obligation d'avoir un garçon chez les plus modestes, c'est-à-dire la majorité. Justement, ce matin-là, à l'hôpital LG d'Ahmedabad, le premier à venir au monde est un petit garçon, un beau bébé de 2,8 kg. Sa maman est heureuse, bien qu'un peu déçue. Elle a déjà 2 fils et voulait une fille. Elle s'arrêtera là. À 27 ans, Gita vient d'accepter la proposition de l'hôpital d'une opération de stérilisation. Et 2 lits plus loin, c'est une petite fille qui vient au monde. Objectivement, il n'y a pas de place pour ces enfants. C'est pourquoi nous devons trouver un équilibre entre l'éternelle obligation sociale d'avoir des enfants et l'absolue nécessité d'en limiter le nombre. Convaincre les hommes, éduquer les femmes. Ils sont nombreux, comme le docteur Anklessaria, à considérer que le développement de leur pays ne se mesure pas seulement à son degré d'industrialisation. Ici, plus qu'ailleurs, les femmes sont mères de l'avenir. Aux États-Unis, dans l'État du Nouveau-Mexique, un vaste feu de forêt vient d'atteindre les faubourgs de Los Alamos, menaçant le Centre fédéral de recherche nucléaire. Mais les autorités affirment que ce centre est tout à fait protégé du feu. Correspondance Étienne Lénart. Jamais les habitants de Los Alamos, dans le sud-ouest des États-Unis, n'avaient vu une chose pareille. Depuis hier, leur ville et les forêts environnantes sont ravagées par les flammes, attisées par un vent violent de plus de 100 km/h. L'ordre d'évacuation a été donné à plus de 25 000 personnes, obligées d'abandonner leur maison dans la précipitation. C'est très triste, c'est la ville où j'ai grandi. On évacue maintenant, mais ça fait un moment qu'on est prêt déjà. Le feu arrive par là, on va essayer de protéger la maison. La nuit dernière, plus d'une centaine d'habitations ont été ravagées par cet incendie provoqué, et c'est dramatiquement ironique, par des employés chargés de nettoyer une zone de broussailles. Mais la principale préoccupation des autorités, c'est le site du laboratoire nucléaire de Los Alamos, construit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est a priori conçu pour résister à la chute d'un avion, à des bombardements ou a fortiori à des feux de forêt, et les matériaux nucléaires y sont stockés dans des bunkers. Ces dernières heures, les autorités se sont voulues rassurantes sur d'éventuels risques, alors même que certains bâtiments attenant au site où sont entreposés des produits hautement radioactifs ont été détruits par les flammes. Aucun danger immédiat, assure-t-on à la Maison-Blanche, où la situation est toutefois suivie de très près. Dès lundi prochain, en Belgique, Suisse et en France, la société automobile Peugeot va commercialiser sa 607. Cette berline haut de gamme a déjà une histoire puisque sa fiabilité fut contestée il y a 2 mois à partir d'essais de modèles de pré-série. En somme, et ce n'est pas la première fois dans l'histoire automobile, il vaut mieux prendre son temps et communiquer une fois que tous les essais sont faits, sinon ça peut faire mal. Explication Luc Bazizin avec Jean-Pierre Pasteur. Séance de rattrapage pour la Peugeot 607. Des dizaines de journalistes sont conviés par le constructeur à vérifier la bonne tenue de route de son nouvel haut de gamme.
Présentation médiatique et pour cause, le véhicule vient d'être revu et corrigé. Philippe Hervieux, lui aussi, écrit sur les voitures et les juge depuis 25 ans. Aujourd'hui, au programme, une centaine de kilomètres sur la route des Crêtes, dans les Vosges et en Alsace. Certains reprochaient au modèle de pré-série un défaut de stabilité. La version définitive, elle, a été rigidifiée et le constructeur compte bien le faire savoir. Il y a une grosse pression et aujourd'hui, il faut absolument réussir son lancement, sinon on va certainement à la catastrophe et donc tous les investissements partent en fumée. Un constructeur qui aurait une mauvaise image aurait immédiatement la sanction du marché, comme en bourse. Première victime automobile de l'histoire, la Chevrolet Corvair. En 1960, l'avocat américain Ralph Nader fait un procès à General Motors pour voiture dangereuse. Résultat, le véhicule ne se vend pas. Plus récemment, la Citroën XM et la Peugeot 605 ont connu elles aussi un sort difficile. Des problèmes électroniques constatés dès la commercialisation ont pénalisé les ventes, même si ces défauts ont ensuite été réparés. En revanche, il y a 3 ans, les dirigeants de Mercedes n'ont jamais nié que la petite classe A avait un problème. Ils ont même largement communiqué sur les modifications apportées. Là, la transparence semble avoir payé. Depuis son lancement en octobre 1997, 400 000 classes A ont été immatriculées dans le monde. On appelle ça de la communication de crise. Elle est gérée, elle a été gérée par Mercedes, elle est gérée par Peugeot. Et évidemment, on fait attention à ne pas mécontenter les consommateurs. C'est pourquoi ces images réalisées sous le contrôle d'un huissier par le constructeur lui-même veulent apporter la preuve que la 607 se comporte sans défaut. Là encore, seul le consommateur donnera son verdict. À Londres, c'est sur la rive sud de la Tamise que la reine inaugurait aujourd'hui le bâtiment de la nouvelle Tate Gallery consacrée à l'art moderne. Demain, le public londonien ou international pourra apprécier les œuvres contemporaines proposées dans un ordre tout à fait inédit. Et en plus, l'entrée est gratuite. Correspondance à Londres, Benoît Duquesne avec Sten Orzenlund. Plus qu'un symbole, c'est une renaissance. Le pont du millénaire inauguré par la reine pour relier la rive nord de la Tamise, ses quartiers prestigieux, sa cathédrale Saint-Paul, la puissance financière de la City, à la rive sud, jusqu'à présent méprisée, délaissée, déshéritée, et qui renaît aujourd'hui autour de l'art. L'art est la toute nouvelle tête moderne, installée dans une ancienne usine électrique, comme un mariage des genres, une prise en compte de l'héritage, une continuité de l'art à travers le temps. Aujourd'hui, je pense au XXIe siècle, je pense que c'est important de comprendre que ça ne fonctionne pas de toujours recommencer. Je pense que c'est très important de voir le monde comme une chose qui se compose de différentes attitudes, de différentes idéologies, de différents styles, de différentes cultures. Une étroite imbrication des siècles, des époques, des écoles. C'est pour cela qu'on a choisi de réaménager cette ancienne usine plutôt que d'inventer un nouveau bâtiment comme Beaubourg à Paris ou Guggenheim à Bilbao. C'est pour cela aussi que sur les 3 étages d'exposition, les œuvres ne sont pas classées par chronologie, auteur ou école. Tout y est mélangé. Elles cohabitent, s'apprivoisent, se répondent sans considération d'âge, de préséance ou de style. Notre but était de présenter une exposition plus libre, moins traditionnelle, moins cloisonnée, afin d'amener le visiteur qui déambule dans les galeries à se poser des questions. Pourquoi l'artiste a fait ses choix? Pourquoi les œuvres occupent cet espace? Seul guide dans cette rencontre, un regroupement parfois arbitraire des œuvres autour de 4 thèmes, la nature, le corps, les objets et la mémoire. Comme s'il s'agissait des thèmes universels de la création, des sujets de conversation, de confrontation des artistes à travers leurs œuvres. 1,4 milliard, c'est le coût de cette réalisation qui donne à Londres le grand musée d'art moderne qui lui manquait. Une première vraie journée pour la compétition au Festival de Cannes avec, proposé au jury présidé par Luc Besson, un film français réalisé par Dominique Moll et intitulé Harry, un ami qui vous veut du bien. Le réalisateur est quasi inconnu. Il a fait un long métrage très original et apparemment très apprécié déjà, avec notamment 2 interprètes, Mathilde Seigné et Sergi Lopez. Présentation Marie-Jo Jouan et Nathalie Gallet. Histoire de créer la surprise, Gilles Jacob aime bien dénicher chaque année un film français inattendu. L'outsider, cette fois, c'est Harry, un ami qui vous veut du bien, réalisé par Dominique Moll, 38 ans, inconnu du grand public.
dans ses petits souliers. C'est lui qui inaugure la compétition officielle pour la France. Ça me fait plaisir, enfin, parce que c'est une grande reconnaissance. Pas encore vraiment à l'aise en interview, ce qui n'est pas le cas heureusement derrière la caméra. Dominique Moll maîtrise déjà parfaitement les codes du film noir, le suspense et l'effroi par petites touches en crescendo. Tout commence lorsque Harry rencontre Michel, un copain de lycée. Harold Ballesteros. Harry. Dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions, ce n'est rien à côté de ce que Harry va imaginer en toute amitié pour rendre la vie de Michel plus facile. Harry, il a beaucoup d'amour à donner, il n'arrive pas très bien à maîtriser ça, mais il va au bout de ses idées. Harry, c'est Sergi Lopez, acteur découvert à Cannes dans Western de Manuel Poirier, choisi par Dominique Moll pour son côté ambigu, chaleureux et à la fois inquiétant. Bah oui, je l'appelle Dick parce que ça me dit Harry et Harold. Un personnage que le cinéaste situe entre l'ange salvateur et la bombe humaine. Dick, je l'appelle Dick. Et pour en revenir à El Kochi, c'est elle qui m'a fait découvrir ton poème. Ton poème? Oui, son poème. Tu faisais de la poésie? Non. Car Harry ne suit que son instinct. Sans état d'âme, il élimine tout ce qui le gêne, réduisant l'entourage de son ami au strict minimum. Moi, je peux comprendre. Je trouve ça horrible, mais je peux très bien comprendre qu'on ait envie de tuer quelqu'un. Parce que moi, ça m'est arrivé, et, enfin pas de tuer, hein, mais d'avoir envie de tuer, hein, ouais, d'éliminer ras-le-bol, quoi. Maintenant, j'ai Harry, je suis contente, parce que dès que j'ai un problème, je téléphone. Allô Sergi, dis-moi, j'en ai 2 à liquider. Dominique Moll et son Harry, c'est un peu le même cas de figure qu'Éric Zonka et sa vie rêvée des anges, récompensé il y a 2 ans à Cannes. Il pourrait bien repartir lui aussi avec un prix en poche. Alors, autre film en compétition, Bread and Roses, du pain et des roses. Le réalisateur britannique Ken Loach avait déjà proposé à Cannes 2 de ses films, London Freedom and My Name is Joe. C'est du cinéma engagé. Ken Loach se place toujours du côté des plus faibles et dans son film Du pain et des roses, il raconte le sort des ouvriers immigrés mexicains aux États-Unis. Présentation Pascal Deschamps avec Patrick Deschmecker. Malgré ses airs de poussin tombé du nid, Ken Loach, c'est un peu le Ken le Rouge du cinéma anglais. Inlassablement, il plante sa caméra du côté des damnés de la terre, ceux-là même, nous dit-on dans le discours libéral, dont le progrès était censé alléger la peine. Nous sommes à Los Angeles, aux portes même d'Hollywood, et Ken Loach nous conte le combat des clandestins venus d'Amérique centrale, exploités par les grandes entreprises de nettoyage. Un pied de nez. Thanks for this chance, Mr. Perez. I will work hard. Oh, I know you will. I know. It's about time we got someone young in here, got rid of some of these old fucking hags. They're worthless. Dans le cinéma américain, on ne vous explique pas vraiment que l'Amérique, ce rêve de blanc, se construit aux dépens de tous ceux qui travaillent. J'espère que le public se sentira solidaire de ces gens. Même s'ils n'utilisent pas ce mot, qu'ils se disent, finalement ils sont comme moi, et je suis comme eux. Et il se fie de 1000 petits détails pour qu'on soit aux côtés de Maya ou Elia, parce que Ken Loach est avant tout un grand tendre qui aime profondément les gens. Vous ne pouvez pas changer le monde avec vos films, la seule chose que vous pouvez faire, c'est saluer le courage de ceux qui se battent. Oui, effectivement, on peut dire ça comme ça. Parce que pour moi, ce que font ces gens est absolument héroïque. Et Ken n'en finit pas de faire de la résistance en douceur. Son cinéma est plus que jamais le cinéma de l'entêtement, celui de la foi en l'humain. Voilà pour Cannes. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant le mauvais temps, les assauts des orages sur une bonne partie de la France. Ici, c'était à Barentin, en Seine-Maritime, avec des flots de boue. Le bilan est pour l'instant de 2 morts. Les pluies devraient continuer encore au moins 24 heures, certainement jusqu'à dimanche. Attention, ça va quand même continuer. Il y a un état d'alerte maintenu et un plan Orsec en Seine-Maritime. Et puis, il y a eu des dégâts à Paris, avec notamment des dégâts au musée d'Orsay qui sera fermé demain. Sophie Davant vous en dit plus dans quelques secondes. Et puis ensuite, Valérie Meurice vous parlera de la route, avec notamment les routes coupées dues à ces problèmes de mauvais temps. Et puis ensuite, le magazine Envoyé spécial, présenté par Paul Naon, avec le voyage d'un diamant depuis une mine d'Afrique du Sud jusqu'à une bijouterie londonienne, notamment. Le dernier journal, c'est à 0h40 avec Florence Duprat. Demain, vous retrouverez à 13h Carole Gessler. Et puis à 20h, bien sûr, ici, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir. Merci.